Et bonjour à tous, merci de nous retrouver pour les webinaires de French Morning, comme tous les mardis midi, heure de New York, côte est des États-Unis, 18 heures en France. Une nouvelle session aujourd'hui, on va parler séparation dans un contexte international, divorce, violence, enfants. Nos expertes du jour sont du cabinet Chauvon, Mulon et Associés. La première, c'est Maître Anzou Yalaz. Elle accompagne ses clients dans le cadre de leur séparation, notamment à dimension internationale. Elle intervient tout particulièrement dans les cadres des enlèvements internationaux d'enfants et les violences intrafamiliales. La seconde, qui est aussi du cabinet Chauvon-Mulon associé, c'est Maître Agathe Wébé, qui intervient dans les dossiers aux aspects patrimoniaux et extra-patrimoniaux en matière de divorce et de séparation et plus particulièrement sur des problèmes relatifs aux enfants, aux violences conjugales et aux violences intrafamiliales. On est en direct comme tous les mardis sur Zoom, bien sûr, et tout ça c'est disponible en replay sur Facebook, YouTube et LinkedIn. Donc, si vous avez besoin de revoir certaines sections, n'hésitez pas à y aller. Vous recevrez aussi le replay dans 24 heures dans votre boîte mail pour ceux qui se sont inscrits au webinaire. Comme d'habitude, on partage notre écran avec vous pour que vous ayez un maximum d'informations visuelles et posez toutes vos questions dès à présent. L'idée, c'est de répondre à vos questions en direct à la fin de ce live, de cette présentation. Voilà. Euh, Maître Yalaz, Maître Webé, la parole est à vous. Moi, je reviendrai à la fin pour vous poser les questions de l'audience. Merci. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors voilà, Agathe et moi-même, sommes associés au cabinet Chauveau, Mulon et Associés, et nous allons tenter aujourd'hui de vous faire part des pièges à éviter et des réflexes à avoir lorsqu'on habite à l'étranger ou lorsqu'on veut s'expatrier à l'étranger, et que dans le cadre de de cette expatriation, eh bien, comme ça peut arriver, il y a une séparation, une volonté de séparation, un divorce et surtout une question liée aux violences intrafamiliales. Donc, les réflexes à avoir, comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se retrouver dans des situations quelquefois difficiles et inextricables, voire même incompréhensibles. Nous avons déjà fait, vous avez déjà, pour certains en tout cas, assisté au précédent webinar qui portait sur d'autres sujets. Aujourd'hui, donc, on va parler du divorce ou de la séparation selon que vous êtes marié ou pacsé ou concubin, et puis les conséquences pour les enfants. Euh, c'est une matière un peu technique, donc on va pas faire une intervention juridique, une conférence juridique, parce que c'est vraiment très technique. Ce qu'on voudrait partager avec vous, le réflexe qu'on veut partager avec vous, c'est la question de l'élément d'extranéité. Qu'est-ce que le droit international privé de la famille? Pourquoi on parle de droit international privé de la famille? En réalité, euh, je vais faire un petit rappel historique très, très simple. Avant les règlements européens, parce que c'est vraiment une notion qui a été développée au sein de l'Union européenne et au sein de la conférence internationale de l'AE, auparavant, on appliquait ce qu'on appelle le statut personnel, notamment en France, mais partout ailleurs. Une femme allemande, lorsqu'elle se séparait, eh bien, selon le droit allemand, elle avait automatiquement la garde des enfants et l'autorité parentale exclusive. De la même manière, une femme algérienne qui divorçait en France, eh bien, le juge français appliquait la loi algérienne, qui n'était pas évidemment en sa faveur. C'est-à-dire qu'il y avait cette habitude d'appliquer le statut personnel. Or, les statuts personnels, souvent, sont discriminatoires, inégalitaires ou avec des conséquences qui peuvent être parfois dramatiques pour les uns et pour les autres. Et donc, à partir de là, il y a eu tout ce mouvement européen et international de trouver un critère objectif qui ne tiennent pas compte de la nationalité des personnes, mais qui tiennent d'autres critères qui vont être objectifs. Et c'est là que va apparaître la notion de résidence habituelle. Donc aujourd'hui, en réalité, la question qui se pose, c'est le réflexe qu'il faut avoir plus exactement, et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer un petit peu avec mon associé et ma consoeur Agathe, euh,
ce n'est pas parce que vous êtes français que le juge français est automatiquement compétent et qu'on va appliquer la loi française. Ça n'existe plus, sauf sur certaines réserves, bien entendu. En réalité, et puis parce que la France a signé des conventions internationales, donc nous sommes liés par ces conventions internationales, notamment les conventions de La Haye, eh bien l'idée c'est que un juge français peut se retrouver à appliquer, à être compétent, même si le couple réside aux États-Unis. À l'inverse, les enfants résident en France, donc leur résidence habituelle est en France, donc ce sera le juge français qui sera compétent. De la même manière, un juge français peut se retrouver à appliquer une loi étrangère pour le divorce ou pour le régime matrimonial, et à l'inverse, un juge étranger peut se retrouver à appliquer la loi française. Donc vraiment, le réflexe et l'idée qu'on voudrait vous transmettre, et à titre de prévention et de précaution aussi, c'est ce n'est pas parce que je suis français que le juge français est automatiquement compétent et que je vais forcément faire application de la loi française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc voilà, j'avance un petit peu pour vous donner un peu les idées et les réflexes, mais évidemment, après, on répondra à vos questions. Alors évidemment, vous me direz, mais moi, je ne suis pas mariée, ou je suis juste pacsée, ou on est concubin. Évidemment, les conséquences peuvent être les mêmes ou différentes, mais en tout état de cause, euh, que ce soit le mariage, le pax ou l'union libre, le concubinage, c'est quasiment le même réflexe qu'il faut avoir. Est-ce que le juge du pays où j'habite est compétent et quelle loi il va appliquer? Voilà. Donc, le critère de la résidence habituelle, c'est vraiment le critère le plus objectif qui a été décidé en droit international privé, comme je l'ai expliqué, tant au niveau de l'Union européenne que au sein de la conférence de La Haye. Et donc, la France étant partie à ces deux systèmes et en tout cas à toutes ces conventions et ces textes internationaux, pour les Français, qu'ils soient à l'étranger ou en France, la notion de résidence habituelle est fondamentale. Mais néanmoins, il y a bien sûr des atténuations, des possibilités où la nationalité va, dans certains cas, être un critère, soit de compétence, soit de désignation de loi applicable. Évidemment, quand on parle de nationalité, il faut faire attention à la double nationalité, puisque euh, vous pouvez être français et américain. Aux États-Unis, vous serez considéré comme américain. Votre nationalité française n'aura pas forcément d'impact. À l'inverse, en France, vous êtes français et américain, eh bien, la nationalité française va certainement primer sur la nationalité américaine, puisque sur le territoire français, vous serez considéré comme un ressortissant français. Pourquoi? Parce que chaque pays a une politique conservatrice de ses ressortissants, de ses nationaux, et donc va tenir compte des nationalités. À l'inverse, si vous êtes franco-américain, mais que vous êtes au Japon, le juge japonais va forcément se poser la question de savoir si c'est le critère de nationalité qui va être déterminant. Est-ce que j'utilise la nationalité américaine avec les conséquences de ce critère, ou est-ce que j'utilise le critère de la nationalité française avec les conséquences pour le juge japonais, sachant que le juge japonais va appliquer les règles de droit international privé qui sont les siennes. Alors, dit comme ça fait très peur, mais nous sommes spécialisés dans ce domaine-là et nous avons l'habitude justement de manipuler ces concepts-là et d'aller chercher les bonnes informations et de savoir comment il faut faire avant d'engager toute procédure, d'où notamment l'intérêt d'ailleurs de toutes ces explications. Alors, loin de moi l'idée de faire peur à qui que ce soit, mais il faut bien avoir en tête l'idée que c'est extrêmement compliqué. Je vais passer la parole à Agathe, à mon associée, qui va reprendre sur justement la loi applicable en cas de séparation. Bien, bonsoir, bonjour à tous, puisqu'on n'est pas forcément tous sur le même fuseau horaire. Effectivement, donc je reprends la parole à la suite d'en dessous qui vous expliquait qu'en réalité, à partir du moment où il y a une donnée, ce qu'on appelle un élément d'extranéité, il y a une donnée qui fait que le contexte devient international, doit se poser systématiquement la question de quel juge peut connaître de ma séparation
que ce soit mon divorce ou la rupture de mon concubinage, et de quelle loi, et donc c'est cette deuxième question qu'on va évoquer ensemble, quelle loi il va appliquer. Parce que ce n'est pas parce que vous divorcez devant le juge français que le juge français va automatiquement appliquer la loi française avec, vous savez, tout ce qu'on évoque en général sur la question, par exemple, le divorce pour faute, oui, un adultère, c'est plus forcément une cause de divorce, etc. Tout ça, c'est la question du contenu de la loi. Et donc, quelle est la loi qui va s'appliquer? Et donc, le contenu de la loi que le juge va appliquer, quand bien même c'est le juge français qui l'applique, il va appliquer le contenu d'une loi que un certain nombre de règles vont lui permettre de déterminer. Et donc, pour déterminer la loi applicable, déjà, chaque juridiction, enfin, chaque État a ses propres règles pour déterminer quelle est la loi qu'il va appliquer. Évidemment qu'au niveau européen et au niveau international, on a des conventions, on a des règlements qui visent à uniformiser les règles qui nous permettent de savoir quelle loi on va appliquer. Mais il faut bien avoir à l'esprit que chaque juridiction va déterminer la loi applicable. Et que donc, ce qui est intéressant, c'est pas seulement d'aller savoir si le juge que vous saisissez est compétent, c'est ensuite de savoir quelle est la loi qu'il va appliquer. Étant précisé qu'évidemment, et on l'entend tout à fait, pour un magistrat, c'est toujours plus confortable d'appliquer la loi de ce qu'on appelle la loi du fort, la loi qu'il a l'habitude d'appliquer. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'il va forcément appliquer la loi interne, ce qu'on appelle la loi du fort. Donc, dans ce cas-là, effectivement, et c'est pour ça que c'est important de prendre conseil avec des avocats, c'est que l'idée va être d'essayer de comparer aussi ce qu'il y a dans les contenus des lois pour arriver à comprendre en fait l'aboutissement de la procédure en fonction de la loi qu'on va appliquer. Et il y a des choses qui sont étonnantes et il y a des curiosités. Par exemple, en Australie, vous pouvez être en concubinage et bah, votre situation de concubinage va, alors que c'est simplement le fait de vivre ensemble, etc., va générer des situations juridiques au moment de la rupture et de la séparation. Donc en fait, en France, on se dit, bon, bah, concubinage, il suffit de déménager et puis ça met fin au concubinage et voilà, il n'y a pas forcément de conséquences juridiques à proprement parler. Bah, c'est pas pareil partout. Et donc, c'est pour ça que, premièrement, il faut savoir si on va appliquer la loi australienne, par exemple, la loi américaine ou la loi française, et puis ensuite savoir que dit la loi australienne, la loi française, etc. Et une fois qu'on a ce que dit la loi, il faut voir une autre question, parce que parfois, cette loi, elle va profondément heurter les principes du juge qui doit l'appliquer, parce que c'est totalement à l'opposé de ce que, enfin, des grands principes du juge, enfin, de l'État dans lequel la décision sera rendue. Et à ce moment-là, il peut s'opposer, on appelle ça l'ordre public international. Il peut considérer que comme cette loi est contraire à l'ordre public, à quelque chose finalement qui serait un peu au-dessus, quelque chose de plus grand, ben à ce moment-là, il ne va pas l'appliquer. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment des questions qui se posent quand il y a un élément d'extranéité. Quel juge va être compétent? Et une fois qu'on a réglé cette question-là, on n'a pas tout de suite la réponse à cette deuxième question qui est quelle est la loi qu'on va appliquer? Et ensuite, que contient cette loi et comment va-t-on l'appliquer? Et en réalité, c'est très important de se poser ces questions-là dès le début parce que on a des règles, on ne peut pas saisir toutes les juridictions forcément compétences en même temps ou les unes après les autres. Et puis à ce moment-là, il y en a un qui va rendre une décision, il y en a un autre qui va rendre une autre décision, etc. On appelle ça la litispendance en fait. Et donc, ce sera le premier juge saisi, valablement évidemment, le premier juge qui aura été correctement saisi, qui sera à même de rendre sa décision. Et donc, avec ce que je vous ai expliqué, comme le juge qui est saisi va rendre sa décision en appliquant une loi selon les règles, ses propres règles de détermination de quelle loi il va appliquer, il est donc primordial de se poser très en amont ces questions-là. Donc, OK, quel juge est compétent? Quel juge vaut mieux, est le plus à même de rendre une décision qui va voilà, aller dans le bon sens? Et puis, quelle loi il va appliquer? Et est-ce que cette loi-là ne va pas être opposée à son ordre public international? Et est-ce que, voilà. Et donc, ces questions-là qui sont profondément techniques supposent évidemment, en premier lieu, donc évidemment de se les poser, et puis surtout d'aller consulter un spécialiste de la question parce que
Voilà, il y a énormément de ramifications, plein d'hypothèses qui vont se créer, et donc il faut voilà, bien réfléchir à voilà, tout ce qui peut naître de ces questions-là. Et globalement, ce qu'on disait avec Ansou, c'est qu'il y a en priorité deux grands domaines de critères, en fait. Les critères qui sont fondés sur la question de la résidence, et puis les critères, donc là où vous habitez, de manière un peu pérenne, et puis les critères en fonction de voilà, votre nationalité ou vos nationalités. Et en fonction voilà, de chaque question, les critères ne sont pas forcément les mêmes. Et là-dessus, peut-être que Ansou va vous parler effectivement, en fonction voilà, les critères ne sont pas toujours les mêmes pour toutes les questions qui se posent. Voilà. Alors, je rebondis effectivement sur ce que tu viens de dire, Agathe. Là où ça se complique un petit peu, et en même temps, ça ne se complique pas trop, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un peu du bon sens aussi. Il faut savoir que le divorce est divisible. C'est un concept qui permet de dire que il y a la question des relations du couple, donc mari et femme, femme-femme ou mari-mari d'ailleurs, en tout cas du couple, et les conséquences du divorce dans les relations du couple. Ensuite, il y a la question liée à ce qu'on appelle la responsabilité parentale, c'est-à-dire les enfants. Et donc, comme je l'ai un petit peu dit précédemment, euh, vous pouvez très bien avoir un juge qui va se déclarer compétent pour divorcer un couple sans pour autant statuer sur la question liée aux enfants. Alors la question liée aux enfants, elle est extrêmement délicate. C'est là où ça devient un peu plus compliqué et c'est là où il faut être extrêmement prudent parce que souvent, c'est par méconnaissance, par maladresse, par erreur que peut se retrouver dans une situation d'enlèvement international d'enfants, de déplacement illicite. Qu'est-ce que j'entends par là? Encore une fois, le juge compétent et la loi applicable se déterminent par rapport à des concepts juridiques qui se veulent être les plus neutres possibles. Concernant les enfants, le critère principal et fondamental, c'est la question de la résidence habituelle. Pourquoi? Parce qu'on estime que le juge où l'enfant a l'habitude de vivre. C'est-à-dire que il va à l'école, il a ses activités, on peut faire une enquête sociale, on peut demander une expertise médico-psychologique. C'est-à-dire que le lieu de résidence habituelle de l'enfant permet au juge qui va prendre une décision concernant l'enfant d'enquêter et donc d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir décider de l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pour ça qu'il y a cette notion de résidence habituelle notamment et particulièrement concernant les enfants. Donc, lorsque la résidence habituelle des enfants, alors évidemment, on se dit, bah, résidence habituelle, à partir de quand, c'est quoi les critères? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, ça devient encore plus complexe. Nous avons des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, nous avons des arrêts de la Cour de cassation qui déterminent concrètement ce qu'est la notion de résidence habituelle. Alors, pour faire simple, je veux dire, c'est une appréciation in concreto, c'est-à-dire que le juge va effectivement, à partir d'un certain nombre de critères, déterminer quelle est la résidence habituelle, mais le juge américain ou le juge canadien, il a aussi ses propres critères de détermination de la résidence habituelle. En tout cas, le message qu'on veut faire passer, qu'on veut vraiment sur lequel on veut insister, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans une situation de séparation, de divorce, y compris d'un commun accord, parce que les accords peuvent être modifiés en cours de route sans même qu'on ne s'en doute, la question des enfants, elle est épineuse et là, il faut prendre toutes les précautions. Et c'est ce qu'on appelle, nous, et aux États-Unis aussi d'ailleurs, et Agathe va vous en parler, les demandes de relocation. Euh, Si vous êtes aux États-Unis, que vous vous séparez, les enfants vont à l'école, ils sont installés avec vous aux États-Unis, et que finalement, dans le cadre de votre séparation, bon, vous êtes d'accord pour partager les biens, pas de divorce pour faute, consentement mutuel, très bien. Et va se poser la question de savoir où vont vivre les enfants, parce que l'un des deux, pour des raisons professionnelles en général, financières, matérielles, voire personnelles parfois, doit quitter le pays de résidence habituel. On va prendre l'exemple des États-Unis ou de la France dans l'autre sens et veut quitter la France pour partir aux États-Unis.
Si le parent qui habite en France ne donne pas un accord écrit, express, sans aucune ambiguïté, en disant je suis d'accord pour que tu partes aux États-Unis avec les enfants, et moi je les verrai pendant les vacances scolaires, et je te paierai une pension alimentaire de temps, mais les billets d'avion, c'est toi qui vas les prendre en charge, etc. S'il n'y a pas un accord bien précis, mais vraiment qui n'est pas susceptible d'être interprété, alors oui, à ce moment-là, le transfert de résidence va être légal et vous allez pouvoir partir aux États-Unis avec les enfants mineurs. Et le papa, on va prendre un exemple un peu schématique, le papa va pouvoir rester en France et vous ne serez pas poursuivi pour un enlèvement international d'enfants. Par contre, si votre accord, ce sont des discussions par WhatsApp, SMS, mail, en disant oui, bah écoute, je suis d'accord, mais on verra, je suis pas certain, bah cette école, je suis pas trop d'accord. Ah bah oui, oui, finalement, les vacances, bah écoute, je peux pas les prendre. Voilà, il y a un doute dans les discussions. C'est pas ferme, c'est pas clair, il y a pas, c'est pas précis. À ce moment-là, il vaut mieux, par précaution, demander au juge du pays de résidence habituelle des enfants l'autorisation de déménager à l'étranger. Et là, je vais laisser la parole à Agathe qui va vous expliquer les critères, selon le juge français, d'une demande de relocation. Sachant que, quand même, euh, dans beaucoup de pays, et en tout cas dans quasiment tous les pays qui sont signataires des conventions de l'AES sur l'enlèvement international d'enfants de 80 ou sur la convention de 96 sur la protection de l'enfant, la notion de résidence habituelle est à peu près la même et la notion de relocation et d'intérêt supérieur de l'enfant est à peu près le même parce que le juge, les juges, vraiment s'attachent à la vie concrète de l'enfant. Mais je vais laisser Agathe vous expliquer cela un peu plus en détail. Alors effectivement, voilà, on voulait vous prendre l'exemple, comment ça se passe en France quand vous voulez vous expatrier, parce que a priori, voilà, soit c'est une situation à laquelle vous avez déjà été confronté, soit c'est parce que justement vous y pensez que vous êtes là. Euh, alors déjà, en premier lieu, effectivement, comme je le disais en dessous, en matière de responsabilité parentale, ce qu'on appelle responsabilité parentale, c'est le terme en droit international de ce qui relève de l'enfant. Donc l'autorité parentale, mais il y a aussi les questions de la résidence et les questions qui ont trait à l'enfant. En matière de responsabilité parentale et d'enfant, la question centrale, le critère central, de manière assez universelle, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Donc tout sera toujours analysé en fonction de l'enfant. Et donc, ce seront en fonction de son bien-être à lui et de la situation qui lui permettra à lui de s'épanouir au mieux. Et le juge devra statuer avec cette idée-là, pour seul objectif la recherche de ce résultat. Quelle est la solution qui lui permet de s'épanouir au mieux? Et parfois, on considère que ce sont les repères géographiques ou spatio-temporels d'un enfant qui sont importants, mais parfois aussi on considère qu'en réalité ces repères sont de bien davantage humains que sa maison, que le quartier où il vit, et qu'en réalité les gens qui composent son foyer au quotidien, constituent son quotidien, sont des points de repère qui sont bien plus prédominants et qui donc, il est dans son intérêt de rester aux côtés de ce qui constitue son foyer, plutôt que de rester dans un endroit où géographiquement il sera au même endroit, mais en réalité il sera déraciné de l'ensemble des membres qui constituent son foyer. Donc, le critère central, c'est la question de l'intérêt de l'enfant. Maintenant, comment est analysée en droit français cette question du départ, ce qu'on appelle le relocation, du départ d'un enfant? La première question qui est analysée, c'est d'abord, quelles sont les motivations de ce départ? Est-ce que c'est quelque chose qui est volontaire, euh, de ce qu'on appelle de convenance personnelle? Est-ce que c'est un choix d'aller changer de pays, de déménager? Ce qui est tout à fait normal, hein, ce qui s'entend, d'avoir envie à un moment donné dans sa vie de vouloir déménager. Mais quelles sont les motivations, puisqu'elles doivent conduire éventuellement à un éloignement entre l'enfant et l'un de ses deux parents, et le juge va devoir trancher éventuellement lequel? Quelles sont ces motivations-là? Est-ce que c'est une mutation?
C'est un départ imposé pour des raisons professionnelles ou pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler pour essayer de présenter les choses de la manière la plus claire possible pour expliquer les raisons qui motivent ce départ. Et ensuite, une fois que de toute façon le magistrat ne peut pas empêcher un parent, alors que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre, hein, que ce soit un départ de l'autre parent ou que ce soit soi-même qui va y partir, on ne peut pas empêcher le magistrat, n'a aucune compétence pour fixer la résidence d'une personne adulte quelque part. Donc chacun est libre de s'installer où il veut. Mais en revanche, la question de savoir où va vivre l'enfant dépend aussi des motivations, mais dépend surtout du cadre, ensuite de l'intérêt de l'enfant. Donc effectivement, la question de ses repères géographiques, de ses repères humains, tout ce qui est le plus important pour lui, du cadre et du quotidien que seront, enfin voilà, de finalement de la proposition qui est faite par chacun des parents pour pouvoir assumer et assurer le quotidien de l'enfant auprès de lui. Euh, donc voilà, ça c'était simplement pour expliquer de quelle manière les choses sont analysées par le juge français qui appliquerait la loi française sur cette question-là. Et effectivement, toujours ce réflexe de saisir le juge avant le départ, hein. C'est une autorisation qu'on demande au magistrat. On demande au magistrat l'autorisation de fixer la résidence. Euh, avec voilà, cette possibilité éventuellement, hein, quand il y a un accord, quand tout est ficelé, qu'on est complètement d'accord sur tout, qu'on s'est mis d'accord sur la répartition des vacances, sur la répartition des coûts des billets d'avion, sur voilà, tu viendras le chercher à l'aéroport dans ces mois de ça. On peut tout à fait imaginer cette solution où tout le monde se met d'accord et à ce moment-là, c'est merveilleux, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même pour éviter derrière, voilà, s'il y a une mauvaise interprétation de cet accord, en fait, on a oublié ce cas particulier de ces vacances-là, mais en fait, il y a une réunion de famille, et finalement, on est obligé d'interchanger, puis en fait, finalement, ça commence à se conflictualiser, et puis en fait, bah non, bah, moi, je suis plus d'accord pour ça, donc moi, je t'ai déjà donné mon accord, mais on n'a pas de décision, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, pour éviter que ça puisse s'envenimer à aucun moment, de prévoir, même quand on est complètement d'accord, un cadre avec ce qu'on appelle une convention parentale, ça veut dire qu'on va coucher dans une forme de contrat, alors on parle de convention parentale, l'intégralité des termes de l'accord pour que les choses soient parfaitement ficelées. Et cette convention parentale, on va demander à un juge de l'homologuer. Et à ce moment-là, elle pourra avoir ensuite, on appelle ça une exéquatur, elle pourra avoir une reconnaissance à l'étranger, dans le pays où on va s'installer ou alors où l'autre parent va s'installer, une reconnaissance de cette décision et les choses seront verrouillées dans le sens où, en fait, cette convention parentale, ce sera le cadre de la résidence de l'enfant et le cadre des choses, le cadre sur lequel s'appuyer. Parce qu'en réalité, enfin, parfois, ces choses s'enveniment et se conflictualisent aussi parce que on manque d'un cadre sur lequel ou d'un socle sur lequel s'appuyer et qui aura pu être discuté, réfléchi, aménagé. Ce qui n'empêche pas de prendre ce papier, de le mettre dans un tiroir si vous trouvez une autre modalité qui vous convient mieux et d'en faire ce que vous voulez. Mais ça n'empêche que, bah, en fait, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez toujours ce socle sur lequel vous reposez. Si jamais il y a la moindre difficulté qui apparaît, et ben vous avez cette convention parentale qui aura été correctement rédigée, correctement ficelée et réfléchie en amont par les deux parents. Alors, Donc, je vais rebondir immédiatement sur ce que vient de dire Agathe. Tout ça, c'est dans un monde, évidemment, où on s'entend, où la séparation se passe bien, ou plus ou moins bien, même si souvent il y en a un ou une qui subit plus la décision de l'autre. Mais on reste dans un cadre de conflictuel, ce qu'on appelle conflictuel, parce qu'on n'est pas d'accord et au pire du pire, eh bien, il y a un juge qui va trancher et qui va prendre une tierce, enfin, il va prendre une décision. Maintenant, la question qui se pose concrètement, c'est que fait-on quand il y a des violences? Souvent, et notre pratique nous le confirme, très souvent, principalement les femmes, mais ça peut être également un homme, bien entendu, qui sont victimes de violences, quelle que soit la forme de la violence, et ça, Agathe va revenir sur cette question, eh bien, on peut être amené à signer un accord alors qu'on n'était pas d'accord. Ou bien, à l'inverse, eh bien parce qu'on est victime, parce qu'on est isolé, parce qu'on n'est pas dans son pays, et puis parce qu'on laisse pas nos enfants derrière, on ne laisse pas les enfants pour partir se mettre à l'abri, eh bien, il arrive que le parent victime, la mère victime très souvent,
prennent les enfants pendant les vacances, elle vient en France et puis elle décide de ne pas rentrer aux États-Unis. Parce qu'il y a des violences et qu'elle estime qu'elle n'a pas la possibilité d'être protégée dans le pays de résidence habituel et qu'elle ne peut évidemment pas laisser ses enfants mineurs et que très souvent d'ailleurs, les enfants sont les victimes directes de ces violences. Ne serait-ce même le fait que les enfants assistent aux violences, de toute façon, ça fait d'eux des violences directes, des victimes directes, pardon. Donc, un des sujets les plus difficiles et les plus complexes à mon sens, où la prévention, ou en tout cas l'organisation en amont d'un départ éventuel dans le cadre de violences intrafamiliales, mérite vraiment d'attirer votre attention sur justement la manière de faire pour protéger le parent victime, pour protéger les enfants, tout en faisant les choses dans la légalité. Donc je vais laisser la parole à nouveau à Agathe pour revenir un peu sur cette question de violence, parce qu'on peut tout mettre dans le mot violence. Or, ça regroupe beaucoup de choses. Et ensuite, on reviendra sur l'impact dans le cadre d'une séparation à dimension internationale. Agathe. Alors effectivement, donc qu'est-ce qu'une violence? Et en réalité, ce qui est intéressant, assez dramatique mais intéressant quand même, c'est de constater qu'il y a beaucoup de victimes de violences, qui sont victimes de violences, mais qui n'en prennent conscience qu'une fois que la séparation a commencé à s'amorcer et qui, en réalité, quand elles vont décortiquer la dynamique dans laquelle elles se trouvaient, vont se rendre compte qu'en réalité, il y avait des violences. Alors, les violences, évidemment, qu'il y a plusieurs types de violences, une typologie de violence. Les violences qu'on imagine en premier lieu, ce sont les violences physiques. Des coups de poing, des coups de pied, même une gifle. Alors, chaque pays a sa définition hein, des violences. C'est le droit pénal de chacun. Mais voilà, il y a quand même un socle commun, et puis je vais revenir dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se rejoignent, et même dans les évolutions récentes en matière de violence. Mais par exemple, en droit français, le fait de cracher au visage de quelqu'un, c'est constitutif d'une forme de violence. Donc il y a les violences physiques, tirer les cheveux, pousser, bousculer, tordre le bras, attraper les poignets, secouer un peu violemment. Et Prendre le téléphone, pardon, on n'a pas. Prendre le téléphone de l'autre, prendre le c'est téléphone de aussi l'autre. une violence physique. Oui, pardon, Les Agathe. violences psychologiques, donc des insultes, du dénigrement, de l'isolement, de la moquerie, euh, que ce soit de l'injure pure ou des mots d'insulte, ou que ce soit une forme d'humiliation un peu pernicieuse, de la décrédibilisation de la personne. Les violences économiques, donc pareil, de manière, voilà, la privation des moyens de paiement, par exemple, l'interdiction d'achat, le contrôle des achats, euh, l'empêcher de travailler, euh, le mettre sur le dos de l'autre membre du couple l'essentiel des dépenses de la famille quand on économise soi-même l'intégralité de ses revenus. Voilà, ça, ce sont des formes de violence. Évidemment, il y a les violences pardon, sexuelles, donc le viol, agression sexuelle. Récemment, on commence à prendre conscience qu'il y a aussi d'autres formes de violence. On appelle ça, alors il y a une typologie de violence qui a récemment été reconnue et conceptualisée qui s'appelle les violences vicariantes, du latin vicarius, substitution. Et en fait, dans ces situations-là, ce sont des violences qui s'exercent par un parent, généralement sur les enfants, par substitution aux parents qui étaient victimes. Généralement, elles interviennent à la suite de la séparation, quand justement, en fait, les enfants deviennent victimes par substitution, quand la victime principale, donc le parent qui était victime, s'est séparé. Et donc, c'est un moyen d'atteinte. Et encore récemment, les violences judiciaires, on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus évoqué, le fait d'avoir recours, multiples recours à des juges et de multiplier les interventions judiciaires qui représentent une charge évidemment émotionnelle très importante, un coût financier non négligeable et qui, in fine, peuvent constituer une forme de violence. Mais aussi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que récemment, de plus en plus récemment, enfin de plus en plus souvent, on voit apparaître cette notion
peut-être qui infuse aussi voilà, un peu partout, qui est la notion de contrôle coercitif. En fait, le contrôle coercitif, c'est issu de la transposition par un sociologue américain de travaux d'un autre sociologue américain qui avait été réalisé, donc de travaux à l'échelle, de la transposition à l'échelle de la famille, de travaux qui avaient été réalisés euh, sur l'analyse du comportement de prisonniers de guerre et de victimes de prise d'otages, mais notamment de prisonniers de guerre, dans les années, à la fin des années 50. Et donc Albert Biederman, le sociologue américain qui avait réalisé dans les années 50 ces travaux-là, avait établi ce qu'on appelle une charte de la torture psychologique et avait établi une liste de 8 comportements pour arriver à comprendre quel était le comportement des personnes qui avaient fait des prisonniers de guerre et comment ces prisonniers de guerre avaient livré des secrets de guerre sans avoir été torturés physiquement. Donc, un constat, des prisonniers de guerre ont livré des secrets de guerre, mais aucune torture physique. Comment s'y sont pris ceux qui les ont captivés? Comment ils ont mis ça en place? Et bien, Albert Biederman a établi une charte de comportement avec 8 séries de comportements, parmi lesquels l'isolement, le fait de rabaisser les personnes, le fait d'avoir aussi un système de récompense qui est complètement dénué de sens et d'alterner entre ces brimades, ce dénigrement et ces systèmes de récompense, et ainsi de suite. Voilà, 8 comportements comme ça. Et Van Stark, au début des années 2000, transpose ces travaux-là au milieu familial et décrit ce qu'on appelle le contrôle coercitif, qui est donc une série de comportements qui ne sont pas forcément des infractions, qui ne sont pas forcément toujours des violences à proprement parler, telles que le droit les reconnaît, mais qui, mises en perspective, ensemble, vont constituer une forme de cage et vont enfermer les personnes qui sont à ce moment-là prises au piège. Et c'est vrai, souvent cette image de cage qui est reprise, avec l'idée que chaque petit fait va constituer les barreaux d'une cage et que si on le regarde chaque barreau, on se dit, bah, pas d'enfermement, enfin, c'est juste un barreau. Mais quand on les met en perspective, on se rend compte qu'ils sont assemblés et qu'ensemble, ils forment une cage. Et c'est de ce comportement-là, de ces comportements, ce qu'on appelle le contrôle coercitif, un comportement chez l'auteur, de cela que va naître chez la victime cette idée d'emprise. Et donc, l'emprise, qu'on a largement évoqué, que ce soit dans les médias juridiques, dans les milieux juridiques, même dans la littérature, voilà, cette emprise est le résultat, selon ce sociologue américain, de ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Et le contrôle coercitif, c'est donc ce qu'on appelle des actes de micro-régulation, donc des petites choses ou des grandes choses, mais certaines sont anodines, qui petit à petit vont conduire à une forme de coercition, donc d'interdiction. En fait, par des actes de contrôle, va s'installer une forme de coercition et d'interdiction, d'autocensure de la victime, qui va essayer systématiquement de se conformer aux exigences de son agresseur et qui petit à petit va s'enfermer. Et c'est vrai que dans l'idée des violences, on parle toujours de l'isolement, alors qui est renforcé particulièrement dans les situations d'expatriation, parce que enfin, voilà, par définition, il y a une forme d'éloignement, on est expatrié. Donc les situations de violence sont relativement fréquentes dans les milieux où il y a d'expatriés. Dans les situations d'expatriation, aussi parce qu'il y a cet isolement qui est déjà présent naturellement. Et ensuite, voilà, tous ces actes, donc ces actes de micro-régulation avec des actes de contrôle, contrôle des moyens de communication, contrôle des relations personnelles et professionnelles, contrôle en fait de tout et rien, tout imaginer. Et puis les registres sont très vastes. Et puis le développement des moyens de communication, on les élargit encore plus. Et puis ces actes d'interdiction, de coercition, où en fait l'idée va être qu'il y a un système de domination d'un membre de la famille sur l'autre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, ce contrôle coercitif-là, et ça rejoint ce que je disais en préambule, c'est qu'en réalité, il y a un certain nombre de victimes qui n'ont pas conscience que ça a un mot, que c'est quelque chose, que c'est un système dans lequel elles sont enfermées, et qu'en réalité, euh, elles n'en sont pas responsables, mais qu'elles en sont victimes, et que c'est un comportement de l'auteur sur elles. Ce contrôle coercitif, il est de plus en plus réprimé
dans un certain nombre d'États, notamment les pays anglo-saxons. Euh, Pas encore les États-Unis, mais il y a l'Écosse, l'Angleterre, le Canada. euh, voilà. En Australie aussi, bon, de plus en plus. En France, il est analysé au Parlement, hein. Donc il y a eu des débats. Pour l'instant, il y a eu une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Selon les versions, sont le fait que ce soit une infraction pénale voilà, et a été voté par l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas encore le cas en France, mais voilà. Et l'idée, c'est simplement générale, c'est de se dire qu'il existe une typologie de violence, les violences physiques, les violences psychologiques, etc., mais qu'il existe aussi cet ensemble, cette dynamique dans laquelle peuvent se trouver les victimes, qui va générer cette emprise dont on parlait en dessous pour expliquer que parfois on signe des accords, mais qu'en réalité, on n'est pas tout à fait maître de soi-même et qu'ils ont pu être un peu contraints, ces accords, et qu'effectivement, c'est cette emprise-là, et qu'il y a des mécaniques dans lesquelles on évolue qui sont en fait des mécaniques de violence. Euh, donc, une fois qu'il y a une situation de violence, et alors, pour ça, un outil qui peut être utile, c'est ce qu'on appelle le violentomètre, qui est une grille. Et en fonction, en fait, avec des petites questions. Et quand on répond aux questions, et ben, on va pouvoir évaluer sa propre situation pour savoir où on se positionne sur le degré de violence qu'on subit. Et donc, il y a un violentomètre, c'est aussi un violentomètre économique qui a été mis au point. Et en fait, ça permet comme ça de comprendre, d'avoir une boussole pour savoir où on se situe et à quel degré de violence on se trouve. Donc voilà sur la situation des violences. Maintenant, que faire en cas de violence? Et là, je repasse peut-être la parole à Ansou sur voilà, Ouais. quels sont les réflexes Alors, à avoir en cas de violence. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, même si sur le moment, effectivement, les victimes sont un peu en panique, tétanisées ou ne savent pas comment faire. Mais au fur et à mesure, comme le disait Agathe, au fur et à mesure que la séparation se met en place, beaucoup de victimes réalisent qu'elles sont victimes. Et donc, en réalité, ce qu'il faudrait, ce qui serait le mieux, ce qui est possible de faire, c'est d'abord les certificats médicaux, bien entendu. Mais alors, les certificats médicaux, c'est pas juste par rapport à c'est pas aller voir un médecin et dire j'ai un bleu sur le bras. Alors excusez-moi, je suis un petit peu crue dans la manière et un peu schématique de le dire, mais il s'agit pas juste d'aller voir un médecin pour faire constater des violences physiques. Les violences physiques, elles sont presque plus faciles à, à démontrer et à prouver parce que beaucoup de femmes se prennent en photo. Elles se prennent en photo, vous avez la date de la photo, c'est enregistré dans le téléphone, c'est à un moment T, on sait que, eh bien, il y a eu des coups, des bleus, des hématomes, et en fonction de la forme de l'hématome, de la noirceur ou l'évolution, il y a même des femmes qui se prennent en photo au fur et à mesure que l'hématome évolue, c'est déjà des preuves. Le plus difficile, c'est par rapport aux violences psychologiques. Et effectivement, l'idée, le conseil qu'on pourrait donner, mais certaines femmes le font aussi peut-être instinctivement, par réflexe de survie, je ne sais pas, c'est de se confier à leur médecin traitant. Commencer à confier à son médecin traitant les difficultés conjugales qu'on peut rencontrer, sachant que de plus en plus, les médecins, tout le corps médical est sensibilisé à ces questions de violence conjugale, notamment par exemple en France avec le violentomètre, qui est maintenant de plus en plus dans le cabinet des médecins généralistes. Vous avez de plus en plus de médecins généralistes et de pédiatres, d'ailleurs, puisque ça peut être à l'occasion d'une consultation pédiatrique pour renouveler le vaccin de l'enfant, par exemple, eh bien, ils mettent en évidence ce violentomètre, déjà pour voir la réaction de cette femme face à ce violentomètre, commencer à sensibiliser et éventuellement mettre en confiance pour libérer la parole et que cette femme victime de violence puisse commencer à dire, eh bien, écoutez, docteur, il faut que je vous dise quelque chose. Donc, c'est petit à petit, c'est un petit peu comme le petit poussé qui laisse des cailloux sur le chemin. Et quand on revient en arrière, nous, avocats, eh bien, on retrouve ces petits cailloux pour expliquer le contexte de violence que cette femme et les enfants ont pu subir. Donc, la preuve est libre. En droit français, la preuve est libre. Il faut en apporter la preuve de ce que l'on prétend. Donc, ça peut être toutes sortes de preuves. Les certificats médicaux, bien entendu, le fait de se confier à des tiers de confiance qui vont pouvoir attester éventuellement, et dans certains cas, sachez qu'en France, le secret médical peut être levé,
puisque très souvent on oppose le secret médical, donc le médecin ne peut pas révéler les confidences de son patient, eh bien le procureur peut lever le secret médical, créer une nouvelle boîte mail. Ça, c'est fondamental, puisqu'on sait bien que souvent l'agresseur connaît les mots de passe ou sait quel genre de mot de passe sa victime est susceptible de faire et arrive à rentrer dans les boîtes mail de la victime. Or là, il faut vraiment sécuriser le contact avec l'extérieur parce que le contact mail avec l'extérieur permet petit à petit aussi de sortir de cet isolement. Donc des attestations, des certificats médicaux, un journal intime. Certains juges correctionnels en correctionnel ont admis comme début de preuve le journal intime de la victime où jour après jour elle consigne son vécu. C'est un début de preuve. Donc il y a plusieurs manières d'apporter les preuves, mais surtout euh, 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 il faut euh, savoir où s'adresser. Et c'est là où ça devient délicat, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer un peu depuis le début. Euh, Chaque femme victime de violence qui se trouve à l'étranger a ce réflexe légitime, de venir se réfugier dans son pays d'origine, en se disant, dans mon pays d'origine, je serai mieux protégée, parce que là où j'habite, je ne connais pas bien la langue, je suis isolée, je n'ai pas accès à la justice, etc. Et ça, même si c'est un réflexe, alors la femme seule, elle peut revenir, il n'y a pas de difficulté. Mais lorsqu'il y a la question des enfants et du transfert de résidence des enfants, y compris dans un contexte de violence intrafamiliale et de violence conjugale, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que même dans ce cas-là, les juges, les juridictions qui ont signé la Convention de la Haye 1980 sur les enlèvements d'enfants vont considérer que c'est un enlèvement d'enfants parce qu'on va dire à cette jeune femme, mais madame, aux États-Unis ou en France ou en Allemagne, il y a un système de protection des femmes victimes de violences. Il existe un système de protection des enfants témoins, directs ou indirects, des violences familiales. Donc, vous auriez dû saisir le juge allemand ou le juge français pour demander une ordonnance de protection. Ce n'est pas la peine d'aller fuir aux États-Unis pour vous mettre à l'abri. Ou ce n'est pas la peine de venir en France alors qu'aux États-Unis, vous avez accès à une sécurité, à un système de protection des femmes victimes de violences. Alors évidemment, tout ça c'est dans les principes. Après, il faut creuser un peu plus parce que lorsque vous êtes perdu au fin fond de la pampa, que vous n'avez pas de voiture, que vous n'avez pas de carte bleue, comment vous faites pour aller jusqu'au juge et demander de l'aide et demander une ordonnance de protection? Tout est relatif. Mais quand même, l'idée c'est celle-ci. C'est que dans le pays où j'habite avec mes enfants, je dois trouver une solution, et notamment avec l'aide des associations d'aide aux victimes qui se développent de plus en plus et qui sont accessibles en ligne via leur site internet, où vous pouvez déposer aussi des plaintes en ligne. Eh bien, il faut commencer les démarches de protection dans le pays de résidence habituelle avant d'avoir ce réflexe de se dire, je rentre chez moi, là je serai protégée parce que j'ai ma famille, je connais la langue, je connais le système judiciaire. Pardon. Et bien entendu, les personnes les plus à même d'apporter de l'aide directe et de l'information directe, ce sont les consuls, les consulats généraux de France. Nous sommes un des pays où nous avons un réseau consulaire extrêmement développé, avec des services extrêmement présents, formés, sensibilisés, avec des travailleurs sociaux, des juristes qui sont tout à fait à même de conseiller et d'aider les Français qui sont à l'étranger, puisque vraiment c'est une question qui est régulièrement soulevée et pour lesquelles le ministère des Affaires étrangères français est extrêmement sensibilisé. Ouais. Et je compléterais, pardon, Oui, oui, je euh, t'en prie, complète. et je compléterais ce que dit Anso, effectivement, hein, surtout, voilà, en tout cas, d'être prudent. En fait, évidemment, il faut toujours être informé. Ça, c'est la clé, en fait. C'est de s'informer et c'est d'essayer de chercher à savoir quelle est la meilleure solution. Donc, effectivement, le consulat, et on l'entend, il est parfois beaucoup plus aisé de se retourner vers un avocat qui va être un avocat français, qui va comprendre, avec qui
voilà, pour plein de raisons, c'est rassurant en fait. Donc ça, pas de difficulté. Prenez contact avec un avocat français si ça vous rassure, avec le consulat de France. Et ensuite, vous serez redirigé. Voilà. Mais en tout cas, prenez conseil. C'est vraiment le plus important de s'informer, d'aller voir des avocats ou éventuellement des associations d'aide aux victimes en fonction de la problématique. Hein. Si la problématique, c'est de savoir quel juge saisir, comment vous y prendre, ce sera plutôt un avocat. Si c'est une question de où je peux être hébergé en urgence, etc., voilà, plutôt pour des solutions très concrètes tout de suite, ce sera peut-être plutôt les associations, éventuellement le consulat aussi. Mais prenez conseil, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Prenez conseil auprès de professionnels qui sont spécialisés, qui vont pas vous dire des trucs qui vont ensuite se retourner contre vous. Ça, voilà, c'est très, très important d'aller voir. Voilà. Oui. Et je rajouterai une dernière remarque, c'est que comme ces questions ont été beaucoup médiatisées et que l'opinion publique, mais aussi les politiques et les législateurs est extrêmement sensibilisés à ces questions, en réalité, de nombreux avocats se sont spécialisés dans ces questions. Les avocats se spécialisent dans le droit international, donc l'implication de ce qu'est le droit international, donc l'élément d'extranéité. Et puis surtout, les associations travaillent avec des avocats qui sont spécialistes. Donc une fois qu'on a contacté l'association, c'est l'association qui va ensuite permettre de dire, eh bien, aux États-Unis, il y a telle association ou tel avocat. Et si l'avocat est spécialisé en droit international, puisque nous travaillons en réseau, il y a des associations d'avocats familialistes internationaux. Donc, on fait des formations ensemble. Euh, on se connaît les uns les autres, qu'on se soit en Suisse, en Ouganda, en Turquie, aux États-Unis ou au Japon. Il y a tout un maillage tout un réseau d'avocats spécialisés dans ces questions-là, c'est-à-dire la dimension internationale, y compris la dimension violence intrafamiliale dans la dimension internationale. Donc vraiment l'idée, c'est d'avoir ce premier contact et ensuite les associations en général ou les consulats vont orienter vers des avocats qui sont spécialisés et les avocats vont travailler en collaboration. Il nous arrive, nous, très régulièrement, lorsque on a une personne qui est aux États-Unis qui veut venir s'installer en France, eh bien, on va donner les conseils en amont aux confrères américains en disant, voilà, vous ne pourrez venir qu'à telle condition, faites attention à ceci, faites attention à cela. Et une fois que le juge américain va autoriser l'arrivée en France, eh bien, on va prendre la relève en France pour pouvoir demander la reconnaissance, l'exéquatur de cette décision, sans qu'on vienne reprocher à cette décision d'être contraire à l'ordre public français. Donc euh, il y a vraiment toute une série de personnes qui sont mobilisées, formées et qui continuent de se former sur ces questions-là. Donc il est impératif de prendre l'information, de contacter les associations sur place avant de prendre une quelconque décision de déménagement, même si c'est légitime. Voilà, je m'en arrête là. On a été un peu bavarde, je ne sais pas si on a encore le temps ou pas pour peut-être des questions, je ne sais pas. Et je ne sais pas, Agathe, si tu avais quelque chose d'autre à rajouter que j'aurais oublié. Non, non, mais je pense que voilà, on a fait tout ce qu'on voulait, en tout cas, en premier lieu, évoquer. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair. Est-ce que on peut peut-être afficher si jamais on souhaite vous contacter directement? Ah, pardon. Euh, Alors, c'est- mince. je, c'était à la fin, Oui, je te laisse reprendre. Alors, parce que je suis attendez, pas j'ai fait sûre une que bêtise. j'ai un doute sur savoir si c'était à la fin du support. Non. Euh, Parfait. voilà. Euh, voilà, vous avez notre adresse mail qui apparaissent à la fin des slides. Je vais, je vais le partager. D'accord. Euh, en attendant, on va déjà commencer à répondre à quelques questions. Euh, alors, hop là. On a une question. Bonjour, comment faire quand on est surendetté et en séparation avec enfant? Tu veux répondre, Agathe, ou bien je réponds?
Bah, vas-y, et puis je compléterai. Alors, si cette personne est en France, eh bien, il faut saisir la commission de surendettement, qui permet justement, donc il faut contacter les travailleurs sociaux, mais les avocats le font aussi, ou le faire en ligne. Il faut saisir la commission, alors tout dépend de ce qu'on appelle en surendettement, mais la commission de surendettement qui va pouvoir permettre de mettre en place un plan de remboursement des dettes vis-à-vis des différents créanciers concernés, voire effacer des dettes, voire effacer les taux d'intérêt, enfin, les taux d'intérêt qui pourraient courir, etc. Alors c'est une question assez complexe. Euh, euh, il y a différentes manières, ça dépend s'il y a un prêt immobilier, pas un prêt immobilier. Il y a des possibilités en annexe de saisir le juge de proximité, qui est l'ancien juge de l'exécution, pour demander la suspension d'un prêt immobilier parce qu'on n'arrive plus à rembourser. Donc, la question est un peu générale, mais il y a des solutions. Il y a toujours des solutions en réalité. Il faut simplement, enfin simplement, il faut surtout identifier la problématique en fait. Une fois que la problématique est identifiée, notamment en France, il y a des possibilités de mettre en protection les personnes, y compris dans des situations de surendettement. Donc il y a des solutions. Toujours. Le droit, c'est fait pour trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Et nous, Parfait. avocats, nous sommes fabricants de solutions. C'est comme Parfait. ça qu'on arrive à créer des jurisprudences et à pousser le juge pour que le juge dise, ah bah oui, finalement, on aurait dû interpréter ça comme ça. Donc oui, on est là pour fabriquer des solutions, bien sûr. Merci. À l'écran, vous avez l'email de Maître Yalaz et de Maître Webé si vous souhaitez les contacter. Si jamais vous avez besoin qu'on le remette plus tard, n'hésitez pas à me le dire en question-réponse et puis je le remettrai à l'écran. De toute façon, vous recevrez aussi un mail dans 24 heures avec leur contact si vous étiez inscrit. On a une autre question. Combien de temps après un déménagement, une résidence est considérée comme une résidence? Vas-y, Anne. Eh bien, ça dépend. Ça dépend comment est fait ce déménagement. Est-ce qu'il y a un accord préalable ou pas? S'il n'y a pas d'accord préalable, c'est beaucoup plus compliqué. De l'autre parent, j'entends, hein. S'il n'y a pas l'accord préalable de l'autre parent, c'est plus compliqué. Alors, en Convention de La Haye de 1980, il y a quand même des délais qui sont imposés et c'est un délai d'un an. C'est-à-dire que si dans l'année qui suit le déménagement, si l'autre parent n'a pas saisi d'une demande de retour, il peut toujours se demander le retour, mais en réalité, là, le juge va se demander s'il ordonne le retour ou si les enfants sont intégrés dans leur nouveau milieu. Et à ce moment-là, si le juge dit ils sont effectivement intégrés dans leur nouveau milieu, donc je ne vais pas ordonner le retour dans le pays d'origine, même si ça fait plus d'un an qu'ils sont en France, par exemple, donc ça, c'est la première étape. Une fois que cette première étape est passée, eh bien, il en découle la conséquence que la France, par exemple, est devenue le nouveau pays de résidence habituelle. Donc, c'est une question, c'est pas juste une question de durée, en fait. C'est la manière dont les enfants vont changer de résidence habituelle. Intra-européen, c'est un peu différent, puisqu'au bout de 3 mois, on va acquérir une nouvelle résidence habituelle dans un autre pays de l'Union européenne. Mais dans l'Union européenne, c'est très particulier parce que ça repose sur une confiance mutuelle des pays, d'une part. Est-ce qu'il y avait une procédure avant ou pas? Est-ce que vous partez pendant une procédure ou pas? Donc c'est vraiment très factuel quand même. Donc dire 3 mois, 6 mois, un an, ça n'a pas vraiment de sens en réalité. J'ai envie de dire c'est plus au cas par cas. Même si effectivement, au bout d'un certain temps, et c'est le maximum, c'est un an, etc., où le juge va dire, bon, bah maintenant l'enfant est intégré, donc il a acquis une nouvelle résidence habituelle. Parfait. Voilà. On a une autre question. Est-ce qu'on peut être divorcé dans un pays et encore marié dans un autre si les jugements ne sont pas reconnus? Ben oui, Eh oui. eh ben oui. C'est l'ordre public international, malheureusement, et ça, c'est assez compliqué. On ne peut pas être marié deux fois avec la même personne, mais on ne peut pas être divorcé non plus 2 fois. Alors, c'est très compliqué parce que une fois que votre lien marital a été dissous, on va prendre l'exemple en Allemagne, alors ça arrive souvent avec des pays qui ont un système juridique un peu différent du nôtre, notamment les pays de droit musulman. Ça arrive souvent avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie, où vous avez, alors peut-être d'autres aussi, alors je ne sais pas à quel pays vous faites référence, enfin à quel pays renvoie cette question, mais très souvent, vous en avez un qui va agir en premier, obtenir un divorce avec
euh, pas forcément le respect du contradictoire, c'est-à-dire que très souvent on a, bah, je ne sais pas où elle habite, elle est partie avec les enfants, la dernière adresse connue c'est celle-ci, donc toute la procédure va reposer sur la dernière adresse connue alors que monsieur connaissait l'adresse de madame évidemment, mais il ne faut pas que madame se défende devant les tribunaux, et va obtenir un jugement de divorce. Donc tout va dépendre de la manière dont ce jugement de divorce a été obtenu, premièrement, et s'il est contraire à l'ordre public français, il ne sera pas reconnu en France. Il faudra réengager une procédure de divorce en France. Sauf que ça se complique si les personnes ont deux nationalités. Si c'est un couple franco-algérien, en Algérie, le mariage algérien va être dissous avec un jugement de divorce algérien, mais il ne va pas y avoir la concordance avec le mariage qui a été reconnu en France, par exemple, et qui n'est pas dissous. Et ce divorce français, algérien ne va pas forcément dissoudre le mariage français. Mais il y a toujours des solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un vrai sujet. Et là, il faut vraiment trouver des avocats spécialisés dans le pays où le divorce a été prononcé et dans le pays où on va demander à ce que le mariage soit dissous. Ok. Bon, on va rester sur les... Il y a toujours des solutions, hein? Oui, toujours. Voilà. Agathe, tu confirmes, il y a toujours des Je solutions. confirme, je confirme. Euh, est-ce que le régime de séparation de biens existe dans tous les pays? Agathe, je te laisse répondre. J'irais même plus loin, c'est qu'en fait, et c'est ça, alors ça c'est les questions de régimes matrimoniaux, et c'est là où, bon, déjà, cette première question, elle laisse quand même entendre que tout le monde a bien compris qu'il y avait vraiment des différences en fonction des pays. Donc déjà, voilà, c'est un premier bon point. Ensuite, évidemment, chaque pays a des régimes matrimoniaux et en réalité, en fonction du pays et même au sein du pays, parfois en fonction des provinces, le régime matrimonial de base va pas forcément être le même. Donc, à défaut de contrat, le régime matrimonial va pas forcément être le même. Donc, en fait, il faut véritablement pareil, toujours, voilà, essayer de prendre attache avec un spécialiste qui va pouvoir dire en fonction du pays quels sont les régimes matrimoniaux si vous faites un contrat, si vous n'en faites pas, et comment ça va s'appliquer ensuite. Et puis je rajouterai, il y a des conventions internationales en matière de régime matrimonial. Et il faut savoir qu'au bout de 10 ans de résidence, le régime matrimonial peut subir une mutabilité. Parce que la Mm. résidence habituelle a changé. On s'est marié en Chine, mais ça fait 15 ans, 20 ans qu'on habite en France. Est-ce qu'on va encore appliquer la loi chinoise au régime matrimonial? Alors que finalement, pourquoi? Parce que dans le cadre de ce régime matrimonial, un couple qui habite depuis 20 ans en France, il va peut-être arrêter d'acheter en Chine, mais il va investir en France, il va acquérir des biens en France, il va épargner en France. Donc c'est du bon sens, ça a une logique pratique. Donc il y a aussi la question de la mutabilité, sauf contrat de mariage, bien entendu, mais il y a aussi la question de la mutabilité du régime matrimonial. Donc le déménagement Peut a un entraîner. impact extrêmement important au-delà de la nationalité des personnes. Parfait. Bon, ce sera la dernière question puisqu'on a un petit peu dépassé le temps qu'on s'était donné. Comment fait-on pour homologuer un jugement de divorce des États-Unis en France? Alors, l'homologation. Alors, la transcription, ce n'est pas la même chose que l'homologation. Mm. La reconnaissance et l'homologation, c'est deux choses différentes. C'est encore différent. La transcription, c'est de modifier l'état civil. Donc, c'est une mesure de publicité. Je suis française, je suis née à Paris. Sur mon acte de naissance parisien, il est indiqué que je me suis mariée à telle date et je veux transcrire le divorce américain sur mon état civil. Ça, c'est la première chose. Cette transcription, elle se fait via le consulat de France dont on dépend. C'est une mesure de publicité. Et le consulat va vérifier que le divorce est conforme, à minima, à l'ordre public français. Bien. Ça, c'est la transcription. Euh, L'exéquatur, la reconnaissance d'un divorce américain, quel est l'objectif? Si c'est pour faire exécuter le jugement du divorce américain en France, par exemple, faire une saisie pour les pensions alimentaires, par exemple, ou faire respecter les droits de visite et d'hébergement, à ce moment-là, il faut effectivement demander une exéquatur et donc une reconnaissance. L'homologation, c'est encore autre chose. L'homologation, ça suppose, enfin, je parle sous le contrôle d'Agathe aussi, hein,
L'homologation, ça supposerait... Parce que si c'est un jugement de divorce américain, il n'y a pas d'homologation. Il y a une reconnaissance. L'homologation supposerait qu'on a un accord privé entre les parties, non validé par un juge américain, dont on redemanderait la reconnaissance en France. Ça supposerait quand même un acte de divorce. Un consentement mutuel par acte notarié comme ça existe en France, ou bien une saisine du juge du divorce en France à condition qu'il soit compétent pour lui faire reconnaître l'accord de divorce obtenu aux États-Unis. Si je comprends la question. Parce que les termes ont leur Je importance, pense hein. que, je pense Je que pense le terme qu'aussitôt, homologué, c'est un peu homologation et exéquatur, c'est pas la même chose. Donc tout Non, dépend de l'adjectif. en fait, je pense que le terme homologué était un peu malheureux parce que je l'avais employé pour la question de la convention parentale, en disant que la convention parentale, il faut la faire homologuer. En fait, ça veut dire en réalité, l'homologation, c'est lui donner force exécutoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui donner la possibilité d'être exécuté de manière forcée s'il y a besoin. Là, la question qui était posée, je pense, c'était la situation dont tu parlais en dessous, c'est-à-dire faire reconnaître en France un divorce prononcé aux États-Unis. Voilà. Donc, est-ce que ça passe par le consulat aussi ou... Ah non, ah non, c'est des D'accord, procédures. La reconnaissance, l'exéquatur, donc les jugements vont circuler via les avocats qui vont saisir les tribunaux sur certaines formes. Dans le cadre de l'Union européenne, les jugements de ces divorces circulent. Comme la liberté de circulation des personnes et des travailleurs, les jugements circulent librement aussi. Donc, il suffit de demander le certificat européen parce qu'il y a une confiance mutuelle. Mais par contre, entre les États-Unis et la France, il faut engager une procédure avec un avocat et l'avocat est obligatoire et le procureur est partie à la procédure, puisque le procureur, pour faire entrer dans l'ordre juridique interne français un acte étranger, va vérifier à minima que l'ordre public français a été respecté, c'est-à-dire le principe du contradictoire, et qu'on n'a pas fraudé à la loi pour obtenir des avantages qu'on n'aurait pas eu en France, par exemple, pour faire simple. Donc, il faut parfait, un avocat, il faut faire une procédure judiciaire euh, Ça fait écrite, ce sens. qu'on appelle écrite. Ouais. parfait. Bon, bah, je pense que on en a fini pour aujourd'hui, mais voilà, si vous souhaitez continuer la conversation en privé, je vous remets une dernière fois les contacts de Maître Yalaz et de Maître Bébé. Bien sûr, vous pouvez revenir sur les webinaires de French Morning qui ont lieu tous les mardis aux États-Unis et puis dans les autres pays le reste de la semaine. Si jamais vous n'arrivez pas à retrouver le contact d'un des intervenants de tous les webinaires de French Morning, vous avez juste à répondre à n'importe quel email de French Morning et ça m'arrive directement, donc je pourrais forwarder, transférer votre demande ensuite. Merci à toutes les deux et à bientôt. Bonne soirée à vous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Au revoir. Au revoir, merci.